Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un capitaine d'exception du football gabonais, Eric Moulongi. Il est né à Port-Gentil en 1984 et il a démarré à l'AS Manga Sport avant d'enchaîner 7 saisons intenses à Strasbourg, 5 années à l'OGC de Nice, sans oublier des expériences aux Émirats, en Pologne, en Chine et un retour triomphal au Gabon avec le CF Mounala. Sélectionné 39 fois avec les Panthères, il a connu l'euphorie des buts décisifs, comme des affres, des blessures et des prêts ratés. Mais au-delà des statistiques et des transferts, son parcours illustre les réalités d'une carrière de footballeur professionnel, les exigences physiques et mentales, les sacrifices, les rêves imprévus et puis ces moments de grâce qui forgent une légende. Nous aborderons aussi la place vitale de l'entourage, la famille, les agents, les coéquipiers et dévoilerons les clés pour réussir tant sur le terrain qu'en dehors, jusqu'à la préparation de l'après-football. Préparez-vous à une conversation sans filtre où Eric Moulongi partagera ses échecs, ses réussites et vous donnera ses conseils pour bâtir une carrière internationale solide. Et préparez-vous aussi à une transition vers une nouvelle vie. Alors, vous retrouverez ce podcast sur YouTube, Deezer, Apple Podcasts et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station européenne. Bonjour Eric Moulongi, comment tu vas? Oui, bonjour Gina, je vais bien, merci. Et Je toi suis aussi, extrêmement honorée de te recevoir. Franchement, c'est comme un rêve d'enfant. On voit les footballeurs à la télé, et puis là, tu es là. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. D'abord, on va parler de ton premier but en Coupe du Gabon à 17 ans. Alors, comment est-ce que tu as vécu ce moment-là sous les projecteurs et puis surtout, comment tu as géré cette pression? Parce que j'imagine, on en parlait un peu en off tout à l'heure. À 17 ans, on est très jeune. Et puis, on marque un but et tous les projecteurs sont sur nous. Comment tu as vécu ça et comment tu l'as géré? Petit retour dans le temps. Bon, le petit retour dans le temps, déjà, je pense que l'ambition, je l'ai eue très tôt. Et malheureusement, pour moi, cette ambition a fait en sorte que j'abandonne même mes études qui se passaient très bien pour le football. Donc, j'avais déjà fixé un cap très important pour ma vie et ma carrière footballistique. Donc, lorsqu'à 17 ans, j'arrive à donner cette Coupe du Gabon à Manga Sport, 1-0 contre l'OTP à Kwembe, c'était une fierté parce que je revenais quand même de loin, malgré que j'avais encore 17 ans. J'imagine. Alors nous, en tant que profanes, novices, fans de foot, quand on regarde souvent les entraînements de footballeurs et qu'on regarde un peu leur parcours, on a l'impression que c'est vraiment très très dur et il y a des entraînements et il y a des choses qu'on ne comprend pas souvent. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler de par exemple un exercice qui t'a paru le plus insensé en entraînement mais qui t'a été extrêmement utile sur le terrain ensuite? Bon, mais l'entraînement pour moi, c'était la partie physique qui était la plus difficile. Donc, cette partie est plus difficile lorsque on vous pousse vraiment à atteindre vos limites les plus extrêmes. Et donc, ça nous permet de nous forger mentalement. Donc, on ne se rend pas spécialement compte lorsque ça se passe sur le terrain, mais c'est pour que ça nous aide sur le terrain lorsque le match est un peu plus difficile pour nous. En club, et tu as été dans plusieurs clubs, en club, la norme, c'est la performance hebdomadaire. J'imagine aussi la pression et le stress que ça peut être. Comment est-ce que toi, tu gères l'angoisse de toujours être au niveau? Bon, mais pour revenir encore, c'est l'ambition. On souhaite aller le plus haut possible. Donc, tout ce qui se passe à l'entraînement, les difficultés, la pression pour pouvoir être sur le terrain, parce qu'on est quand même au minimum 25 bonhommes à souhaiter une place. C'est cette ambition qui fait en sorte qu'on puisse se dépasser à l'entraînement pour pouvoir être titulaire après le week-end sur le terrain. Les blessures, c'est un peu le lot des footballeurs. C'est très physique comme sport, aussi bien en entraînement qu'une fois qu'on est dans un match. Quel a été le pire moment pour toi où ton corps a failli te trahir et puis surtout comment tu as fait pour surmonter tout ça? Bon, le pire moment de ma vie, je peux dire, non, pas ma vie footballistique, c'est lorsque en 2004, après 1 an et demi passé en France, à Strasbourg, j'ai eu une grave blessure, une inflammation de la symphyse pubienne, appelée plus souvent pubalgie.
Donc, j'ai eu à galérer pendant 2 ans. Ça m'a donné beaucoup de doutes, où je me suis même posé la question si j'étais fait pour le sport de haut niveau, être professionnel. Donc, j'ai eu une galère de 2 ans avec des rechutes répétitives. Donc, c'est vraiment le moment le plus difficile de ma carrière parce que mon corps n'arrivait pas à suivre avec les différentes rechutes et moralement et mentalement, c'était difficile pour moi à surmonter. Et Mais comment heureusement, tu j'ai fait. faisais? Bon, mais de nature, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, je croyais parce que les spécialistes me disaient que ça devait aller. Puis, il y avait un protocole à pouvoir suivre pour que mon corps puisse répondre aux exigences du très haut niveau. Mhm. Et là, même pendant la période où tu étais malade, comment tu faisais pour garantir comment? Parce que je vais parler d'une expérience personnelle, hein. Moi, quand je suis un peu malade et puis je traîne un peu à la maison, bah, on est tenté, on mange un chocolat par-ci, on passe son temps allongé. Comment tu fais pour toujours garder, comment tu as fait pour toujours te garder un peu en forme malgré le fait que tu étais en gros immobilisé? Oui, bon, mais la chance après au niveau professionnel, dans des clubs de football professionnel, on est vraiment suivi et on est aidé. Donc, même pendant cette période, j'ai été suivi par tout le staff de Strasbourg et surtout que c'était une équipe qui croyait vraiment en mes capacités, mes qualités. Donc, j'étais bien entouré, même au niveau psychologique. Donc, ça m'a permis de pouvoir surmonter cela un peu plus facilement. J'imagine. Alors, nous, quand on voit les footballeurs à la télévision, on est souvent vraiment enjoué, excité. On apprend que tel a été transféré à tel autre endroit. On parle de millions et ainsi de suite. Comment vous voyez les prêts, vous, les footballeurs, vous voyez ça comment? Bon, Ah bon? après, les prêts, pour expliquer un peu au grand public, Mhm. un prêt, souvent, lorsqu'on est jeune, c'est souvent mal perçu par les supporters ou le footballeur lui-même. Mais un prêt, en vérité, c'est lorsqu'on est en difficulté pour s'imposer dans le club où on est sous contrat. Donc, on cherche une solution pour pouvoir aller dans une équipe où on nous fera plus confiance pour pouvoir se montrer et revenir dans notre équipe Initial. initiale avec des meilleures garanties. Alors, quand un prêt ou un transfert échoue, par exemple, on peut se sentir aussi un peu trahi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre ça? Oui, bon, moi, ma plus grande déception dans ce sens, c'est lorsque j'étais à l'OGC Nice, je me rappelle bien, 1 an de la fin de mon contrat, j'étais approché par West Ham, qui est une équipe du championnat anglais. Et par mes qualités, on sait tous que la Première Ligue est le championnat, pour moi, de ma part, le meilleur championnat au monde. Donc, je me suis même déplacé. J'ai été à Londres pendant une journée faire la visite médicale, etc., durant toute la journée. Et après, rentrer sur Nice, le, le transfert a capoté. Donc, pour moi, qui avait déjà le rêve de pouvoir jouer en Première Ligue, et ça c'est plus fait. C'est quelque chose que j'ai quand même eu quelques jours pour pouvoir m'en remettre. Et c'est bien que tu dises que tu as eu quelques jours pour un peu encaisser ça. Comme on dit au Gabon, il faut toujours prendre une minute pour Wanda. Moi, je veux repartir. Alors, tu as 17 ans. Tu quittes le Gabon, tu arrives en Europe, tu vis tout ce dont on est en train de parler là. Tu vis tout ça avec qui? Je le vis seul parce que je vivais seul. J'avais même pas encore une copine, pas d'enfant. Donc, je passais beaucoup de temps au téléphone. J'ai beaucoup de proches, amis d'enfance ou famille, où toutes mes heures où j'étais libre, j'étais au téléphone. Donc, je vivais en France, mais c'est comme si je vivais au Gabon parce que j'étais tout le temps au téléphone avec mes proches. Et ils me racontaient tout. Je me rappelle, il y avait peut-être Skype déjà. Oui, oui. Donc, par moment, on était un peu en vidéo. Mais ça me faisait pas voir que j'étais seul dans. Ça te faisait du bien? C'était important pour toi d'être tout le temps en contact avec eux? Ouais, vraiment, ça a l'air de rien, mais moi, j'aime bien échanger. Donc, avoir sa famille, ses proches, ses amis d'enfance, vivre leur réalité, parce que pour ceux où leur réalité était difficile, et moi, me rendre compte que je suis en Europe, je suis emmené à avoir une carrière, j'ai d'autres opportunités, ça me renforçait encore même pour surmonter mes difficultés, parce que je savais quand même que j'avais plus de chances que d'autres. Je me Oui, rendais bien. j'imagine. Alors, la vie d'un footballeur, c'est ça. C'est beaucoup d'exigences. C'est aussi parfois des réussites, mais on l'a vu aussi, parfois il y a
des choses qu'on tente, mais ça ne marche pas. Mais la vie d'un footballeur, de notre point de vue de l'observateur, souvent, c'est aussi beaucoup de bling. On parle d'alcool, on parle de drogue, on parle de tentation, on parle de femmes. Comment toi, tu as su en fait naviguer dans tout ceci? Bon, pour revenir encore, c'est l'ambition, parce que je pense que lorsqu'on a de l'ambition, on met un cadre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et bon, moi, personnellement, je suis quelqu'un de réservé, donc j'ai peut-être aussi ce côté où la nature m'a un peu donné ce... Et j'ai des proches quand même qui sont adorables, famille comme amis, donc même quand ils venaient chez moi, on ne se permettait pas spécialement à sortir. Et comme je dis, si j'ai des proches qui ne sortent pas, qui ne consomment pas spécialement des alcools, etc., je serais moins tenté à le faire parce qu'il n'y a pas d'exemple. Et ils n'hésitaient pas à me dire ce qu'ils pensaient lorsqu'ils voyaient que j'étais en train d'aller un peu à un chemin qui n'était pas le bon pour ma carrière. Tu mets un point d'honneur à bien choisir les personnes qui t'entourent? Oui, c'est très important parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une petite influence. Lorsqu'on est à la maison, on reçoit par exemple des amis et qu'on a entraînement le lendemain à 9 heures. Et si ces amis doivent sortir et rentrer à 5 heures du matin, on est humain, surtout quand on commence des carrières très tôt. Nos adolescences, on ne les passe pas comme tous les jeunes de notre âge. Donc on pense profiter aussi. Mais bon, pour un point de vue personnel, je me t'ai toujours dit les plaisirs de la vie, je pourrais les vivre à ma retraite, à la fin de ma carrière. D'accord. Alors, l'entourage, on le dit, c'est important et tu venais encore de le préciser. Est-ce que tu as une histoire où ton entourage, un membre de ton entourage t'a sauvé une fois d'une mauvaise décision que tu aurais pu prendre? Non, mais bon, vu que je suis très calme, mon entourage, j'écoutais beaucoup parce que j'avais beaucoup de conseils des membres de mon entourage. Donc, j'ai eu la chance de pas avoir à vivre des situations ambiguës ou compliquées pour qu'on puisse m'aider ou sauver. Comme vous l'avez dit, j'ai pas eu de soucis dans ce sens. Et Dieu merci encore pour moi. La charge mentale aussi peut être extrêmement importante. Tu l'as dit, les footballeurs professionnels commencent très très jeunes. Ils gagnent beaucoup d'argent. On va pas te demander combien tu as eu. Ils gagnent beaucoup d'argent et au-delà de l'argent et de la pression qu'ils subissent en club, il y a aussi une certaine pression de la famille. Parce que moi, si tout de suite là, je gagne au PMG, je suis sûre qu'on va beaucoup m'appeler. Hein? Et Comment encore, ça merci pour cette question parce que c'est très important. Et ça, on parle de footballeurs, ok, mais même par rapport à la vie en général. Lorsqu'on commence quelque chose, lorsqu'on commence à travailler, notre quotidien au niveau social ou financier, il est différent. Pour revenir aux footballeurs, on n'est pas préparé à gagner. Et pour dire aussi, on parle des footballeurs, mais il y a beaucoup qui sont en difficulté parce qu'ils vont dans des conditions où après ça se passe pas très bien. On ne voit pas cela, on dit juste que c'est un footballeur, mais par mois ils sont pas payés, etc. Lorsqu'ils vont dans des pays où la législation, le droit n'est pas respecté. Donc, vivre cela, il faut être d'abord tranquille, je pense, il faut être calme, il faut être bien entouré. Parce que se retrouver du jour au lendemain, pour parler de moi, je crois quand je parle de Manga Sport, et pour Strasbourg, je crois avoir multiplié mon salaire fois 20 entre Manga Sport et Strasbourg. Donc si tu n'as pas la tête tranquille, si tu n'es pas bien entouré, tu crois que tu es le plus fort du monde. Mais comme j'avais de l'ambition et je me suis toujours dit que ce que j'ai, c'est rien par rapport à ce que je souhaite avoir. Donc, je continuais toujours à me mettre dans les meilleures conditions. Donc, pour ma part aussi, je vais pas le cacher. J'ai eu la chance, la grâce de pouvoir travailler, gagner ma vie dans le sport, le football, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours souhaité faire. Donc, je souhaite aux parents aussi de laisser leurs enfants vivre leurs rêves. Il n'y a pas que le football, mais il n'y a pas que l'école, parce que malheureusement pour moi, j'ai dû arrêter mon cursus scolaire parce que j'ai fait ce choix de football. C'est que je ne conseille pas aux gens parce que c'est aléatoire. J'ai eu cette grâce de pouvoir bien évoluer, réussir, et il y a d'autres où ça se passe pas bien. Mais je conseille aux parents de laisser leurs enfants vivre leurs rêves parce que c'est vraiment très, très agréable de gagner sa vie dans
dans le qu'on aime faire. c'est qu'on aime faire et c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de foot école. Il y a déjà des options où on fait le foot, mais on fait aussi l'école. Je sais pas si à ton époque ça existait. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui marchent véritablement? Parce que de mon point de vue, c'est comme suivre deux lièvres à la fois. Est-ce que c'est possible véritablement de s'en sortir? Oui, c'est possible de pouvoir s'en sortir parce que les sports-études, comme on les appelle Oui, c'est ça. sous d'autres cieux, et j'espère et je souhaite qu'on puisse aller aussi dans ce format dans notre pays. Lorsque vous voyez des stars mondiales et internationales comme Kylian Mbappé, comment il s'exprime, vous voyez bien qu'il y a un homme, il y a un sportif professionnel, une idole pour beaucoup, et il y a un homme bien dans sa tête qui s'exprime aussi. Donc, le sport-études permet à un jeune, s'il ne devient pas footballeur professionnel, mais d'abord un homme respecté, respectable dans la vie. Exactement. Alors, il y a la pression du club qui veut des résultats. Il y a aussi la pression de la famille qui compte sur toi une fois que tu as percé. Et il y a la pression d'autres personnes. Je parle de nous, cette fois-ci, les médias. Alors, les médias, nous, on a la capacité de construire et de détruire certains. Et je fais d'ailleurs appel à tous les amis médias. Il faut qu'on prenne ça très au sérieux et qu'on fasse attention. Quelle critique, selon toi, infondée sur ta personne, t'a vraiment le plus blessé? Et puis, comment est-ce que tu as fait pour tourner ça à ton avantage ou du moins pour passer au-delà tout au long de ta carrière, si tu t'en souviens? Bon, moi, Une critique infondée. je vais dire c'est récent, c'est par rapport à mon aîné, Daniel Cousin, où avant la CAN 2012, bon, moi je suis quelqu'un de calme et caractériel. Et après au foot, on se dit les choses. Et donc, lors d'un match, je pense amical face au Brésil, j'ai eu une discussion un peu vive avec mon aîné Daniel Cousin, qui a été entendu par plusieurs personnes dans le vestiaire. Et j'ai été étiqueté comme un mauvais garçon, pas respectueux envers son aîné, etc. Et après, la nouvelle s'est répandue dans le pays. Et malheureusement, je n'aime pas avoir cette image parce que pour tous ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un de tranquille, gai et tout, mais se faire passer parce qu'après on a les enfants, etc. Dans l'éducation, si je montre le mauvais exemple, qu'est-ce que je pourrais dire à mes enfants? Donc, heureusement, ça a été rattrapé parce que même avant la CAN 2012, il y a eu des spots, on a un peu essayé de rattraper cela. Et c'est une situation où on a voulu me faire passer pour quelqu'un que je ne suis vraiment pas parce que je ne suis vraiment pas conflictuel dans la vie, quoi. Clairement. Et toujours en parlant de cette partie des médias, il y a aussi souvent, tu sais, quand on décrit des matchs et qu'on décrit l'image de quelqu'un, souvent, est-ce que vous, en tant que journaliste, en tant que sportif de haut niveau, parfois vous avez envie de venir dans les médias, de prendre la parole, de vous défendre en quelque sorte? Est-ce que vous avez souvent envie de le faire, mais vous n'avez pas le droit? Oui, bon, après, lorsqu'on appartient à une association bien définie, il y a des codes et des règles qui sont à pas dépasser. Donc, lorsqu'on est dans un club de football, malgré que les médias puissent dire quoi que ce soit, il faut pas sortir directement parce qu'on a été pas d'accord par rapport aux critiques d'un journaliste. Mais bon, lorsqu'on est footballeur... Aujourd'hui, on s'exprime maintenant sur WhatsApp, on s'exprime partout. Voilà. Moi, je conseille aux footballeurs de bien cadrer ce qu'ils ont à dire parce que on peut dire des choses qui, après, auront des conséquences, même si c'est par rapport à un média ou quoi que ce soit. Après, il y aura des grandes conséquences. Donc, et je préfère que les joueurs puissent, eux, se taire et laisser leur entourage s'exprimer pour eux. Eric, tu es un être humain. Je suis sûre qu'il arrive des moments où il est arrivé aussi des moments où tu as une rage en toi. Tu es tellement énervé. C'est-à-dire que là, tu as envie de régler les comptes de la personne qui t'a mis dans cet état. Comment tu fais pour baisser la pression? Parce que ce soit toi aujourd'hui ou que ce soit un artiste, que ce soit un Gabonais lambda, aujourd'hui, les gens, quand ils sont énervés, ils prennent leur téléphone, ils allument leur caméra ou ils envoient un message, tu vois, et parfois on retrouve en fait ces contenus aussi sur Internet. Comment toi tu fais pour calmer la pression? Mais bon, déjà, comme je suis pas dans les réseaux sociaux, donc c'est plus simple pour moi. Donc ma pression et mes colères, je ne pourrais pas les divulguer instantanément parce que j'ai pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc
je pense que ça me garde aussi à Ça te pouvoir protège d'une certaine manière. mettre Très bon. n'importe tous les autres faillibles. Alors, en sélection, il y a vraiment la double pression. Il faut réussir et puis il y a la pression de nous autres là. Le 12e homme, Oui, c'est ça? Nous, C'est on très est vraiment, important. on est vraiment, Les Gabonais qu'on aime. oui, très important, mais extrêmement exigeant aussi. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Pendant que le match est en train de se passer, on tweet, on poste, on réagit, on poste des vidéos, ainsi de suite, on partage nos frustrations et autres. Comment, toi, tu gères en fait cette pression-là et surtout le stress à chaque fois que tu portais le maillot des Panthères? Mais je pense que c'est un stress positif. Et pour quelqu'un qui a toujours souhaité être footballeur, être sur le stade comme dans une arène, vous n'imaginez pas ce qu'on en vit. Donc, les cris, que ce soit des cris pour encourager ou même lorsqu'on est hué par les adversaires ou notre propre public, pour ma part, c'est quelque chose qui me transcendait parce que lorsque je voyais les supporters à l'Omnisport ou au Stade de l'Amitié m'encourager ou encourager l'équipe, ça me décuplait les forces. Et même quand j'étais hué par, ça m'est arrivé par mon propre public ou par les adversaires, ça me mettait encore dans une situation où ben, je vais vous prouver que c'est que vous êtes en train de faire le rend encore plus fort et ça m'ennuie. Donc c'est un stress et puis on grandit avec. À un moment donné, ce stress, on a une telle maîtrise de soi qu'on a l'impression que ça va nous déstabiliser alors que c'est pas le cas. Alors là, on a envie d'une anecdote. Parle-nous d'un match, le match le plus stressant pour toi avec les couleurs des Panthères. Oui, bon, il y en a. Il y avait quand même beaucoup de pression. Il y en a plusieurs. Bon, à chaque fois que j'avais plus de pression avec les Panthères qu'en club. Parce que je suis un patriote. Il y a l'hymne national au début là. Ça, vous imaginez, ça vous fait vraiment, c'est un sentiment, je crois, pour ceux qui ont eu la chance de le vivre. Je ne sais pas s'ils arrivent à le décrire, mais c'est indescriptible. Et la plupart des matchs, les présidents, ils viennent au stade. Il y a sa famille, il y a ses parents. Moi, je dis toujours, je jouais pour ma famille d'abord. Pour mon nom, d'abord ma famille, mais pour les Gabonais. Parce que si vous rendez bien compte, lorsque je jouais en Europe, j'avais toujours le vert, jaune, bleu. C'est quelque chose que j'ai eu à faire. C'était pas calculé, mais je me mettais cette pression parce que je me disais, je représente mon pays par rapport aux joueurs qui sont dans d'autres nations. Donc, c'est une pression positive. Alors, parle-nous d'un match. On veut un match. Maintenant, le match, c'est parce que bon, le quart de finale de la Coupe d'Afrique 2012, et au Stade de l'Amitié, parce que comme je veux aussi profiter pour la fenêtre pour dire c'est mon meilleur souvenir de footballeur, d'avoir participé, j'ai eu la grâce de participer à cette Coupe d'Afrique à domicile, parce que j'ai participé à une autre à l'extérieur, mais ça n'a rien à voir, l'engouement. Et j'avais même le regret d'être souvent à l'hôtel, d'avoir juste les témoignages de mes proches, de ce qui se passait dans le ville. De nous, on était à l'hôtel. Et ce quart de finale, il y avait une grande pression parce que à nos jours, le Gabon ne s'est pas encore qualifié pour une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et on a été proches, on avait les capacités. Malheureusement, on n'a pas pu le faire et je souhaite que mes jeunes frères arrivent à le faire le plus tôt possible en décembre au Maroc. Donc c'est ce match où j'ai eu vraiment la pression et même encore lorsque je suis allé tirer j'ai pris la responsabilité de tirer mon tir au but et donc devant la balle, là j'ai senti la pression de tout un pays parce que je sais que j'avais entre les pieds la possibilité d'une demi-finale ou pas. Et je pense que c'est ce match qui a fait pleurer un de nos collaborateurs ici en 2012. La pression était tellement haute dans les gradins. Cette canne elle était spirituelle. Je veux dire, cette canne, elle était vraiment, on pouvait ressentir l'énergie dans le stade. J'ai des frissons, mais franchement, quand je pense à cette épopée. Oui, 2012, c'était autre chose. On y croyait, c'est-à-dire qu'on y croyait tellement et on pouvait vivre, mais chaque geste sur le terrain. Moi, je ne suis pas foot, mais moi, je suis les footballeurs. Mais si je suis foot, je supporte deux équipes à la vie, à la mort. D'abord, les Panthères, à chaque fois qu'elles jouent.
Et puis Manga Sport parce que, ben voilà, je suis dans les deux équipes que voilà. je porte. Donc, tu vois pourquoi je suis tellement honorée de te recevoir. Tu es une légende pour moi. Alors, tu as fait beaucoup de choses. Tu es passé par beaucoup de pays. D'abord, le Gabon, où tu as commencé. Ensuite, tu es allé en Europe. Puis, tu es allé au Moyen-Orient et en Chine. Et s'il y a une chose qui caractérise les voyages, c'est le choc culturel. Le choc culturel, si on va en vacances, ok, c'est pas grave. Le choc culturel, quand on va travailler, comment tu as vécu ça? Comment tu as surmonté tout ça? Je vais dire déjà, c'est une chance de l'avoir vécu parce que je suis rentré au Gabon. Je crois que ces différentes expériences me permettent de vivre et relativiser dans beaucoup de situations lorsque je suis au Gabon. Face à des compatriotes ou même à des étrangers. Maintenant, culturellement, pour moi, partir de Manga Sport, où on a plus de 30 degrés, quelle que soit la période de l'année, me retrouver à Strasbourg, dans l'est de la France, l'une des régions les plus froides, je vous assure que c'était pas une petite affaire. Je me demandais, aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu supporter cela. Je me rappelle de mes premiers hivers. Mais bon, comme on dit, lorsqu'on a l'ambition, on souhaite arriver à quelque part, on se donne les moyens. Après la France, je suis allé au Moyen-Orient, précisément aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. C'était une autre vie, vraiment magnifique, bien accueillie. Vraiment, par rapport à la France où je partais, j'avais jamais été. J'ai même voulu y rester tellement la vie était simple. Maintenant, en Chine, c'est le vrai choc culturel parce que la ville où j'étais, c'est 20 millions d'habitants. Wow. Donc, on se voit tout petit. Le comportement alimentaire, bon, moi, je suis quelqu'un, l'exotisme, tout ce qui est exotique, pardon, je cherche pas à trop découvrir, donc je me retrouve à devoir manger que chinois. Donc, j'ai tout fait pour pour trouver des restos où j'avais la nourriture qui se rapproche de celle d'où je venais en Europe. Donc, moi, c'est surtout le choc au niveau culinaire. Alimentaire. Oui, alimentaire. Et c'est d'ailleurs ma prochaine question. Parce que quand tu pars, les sportifs, le régime alimentaire, c'est très, très important. Tu pars du Gabon. Ici, bon, nous, on mange notre nkomo, notre manioc et tout. Tu arrives en Europe, c'est un autre style de nourriture. Ensuite, tu vas au Moyen-Orient, différent aussi. Tu vas en Chine. Comment dans chacun de ces pays-là, tu fais pour garder, en fait, enfin, malgré le fait que ce soit choquant. Parce que tu sais, la nourriture, ça fait déprimer aussi, hein, quand on n'arrive pas à manger correctement. Oui, ça, c'est sûr. Comment tu t'en sortais? Mais bon, partir de Mwanda où je mangeais mon manioc dans la semaine, bon, même si c'est vrai je faisais un peu attention, mais je mangeais le manioc que je n'ai pas spécialement retrouvé à Strasbourg. Mais pour dire encore, j'étais quelqu'un de très ambitieux. Je pense l'être encore. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Et de tout jeune, j'avais déjà un code. Je savais qu'est-ce que je voulais. Donc quand j'étais déjà à Manga Sport, je me rappelle, c'est un club où on nous a quand même donné les moyens de pouvoir réussir. Je me rappelle bien, on avait la possibilité de, si vous vous rappelez bien, d'aller se faire des courses à l'Economa. Oui, à l'Economa de Comilog. De Comilog où les prix étaient. Donc, je me mettais déjà au standard un peu européen parce que moi, mon souhait était d'aller jouer en Europe. Donc, je me mettais déjà au standard européen. Et bon, j'ai encore la chance, j'avais deux grands frères avec qui j'habitais, Kevin Ibinga et Alain Giscadier, qui étaient avec leurs femmes respectives. Donc, moi, étant tout jeune, tout cela participait à mon éclosion parce que moi, j'avais rien à faire. Il y avait leurs femmes qui nous faisaient à manger et c'était préparer des gens à manger des pâtes, etc. Parce que bon, il y avait quand même la télé, on avait les témoignages de footballeurs professionnels. Donc, naturellement, petit à petit, je m'étais déjà mis en mode Europe. Donc, j'ai pas eu le choc entre le Gabon et l'Europe. J'ai pas eu ce choc au niveau alimentaire. C'était plus la Chine. C'était plus la Chine surtout. Et puis bon, après, en arrivant en Europe, c'est bien cadré. Donc, il y a des nutritionnistes qui viennent déjà pour nous indiquer qu'est-ce qu'on doit manger par rapport à la performance, etc. Donc, c'est un peu plus simple. Alors, tu as abordé une expérience tout à l'heure avec Daniel Cousin.
dans les coulisses. Et j'aimerais un peu parler de cette cohésion, de ces équipiers. En fait, au final, vous passez énormément de temps ensemble. Comment est-ce qu'on fait en sorte de pas se perdre dans l'ego et puis surtout dans la rivalité interne? Et comment on fait pour préserver la cohésion dans un vestiaire où, tu l'as dit toi-même, on a 25 bonhommes, chacun cherche à avoir sa place. Ouais, Comment on fait? la concurrence, mais bon, lorsqu'elle est saine, elle nous apporte beaucoup de choses. Et l'ego, c'est très important. Et pour être footballeur et footballeur professionnel, il faut vraiment un ego surdimensionné. Parce que, comme vous le savez, pour aller jouer dans un club professionnel, il y a des footballeurs de tous les continents qui souhaitent être à votre place. Donc déjà, l'ego vous permet de vous sentir solide, de croire à vos capacités. Par moments, on a même l'impression qu'il y a de la prétention de votre part, mais c'est juste une confiance en soi. Maintenant, par rapport aux autres joueurs, le plus important, et c'est pas un secret, je veux dire qu'on n'est pas tous les meilleurs amis lorsqu'on est dans une équipe de football. Mais il y a le respect de les uns envers les autres qui font en sorte que on arrive à avoir cette cohésion parce qu'on a souvent un objectif commun, c'est celui donné par le club. Donc, on arrive à avoir cette cohésion parce qu'on a cet objectif commun qui fait en sorte que la somme de nos égos et nos individualités, on est... Ça fait un résultat d'ensemble satisfaisant. qui est satisfaisant. Alors, à quel moment est-ce que tu as compris dans toute ta carrière qu'il fallait que tu prépares l'après-foot? Moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je vais un peu m'ouvrir parce que, comme vous savez, beaucoup de Gabonais ne savent pas trop quelle était mon enfance, etc. J'ai perdu mon père très tôt. J'avais pas une enfance malheureuse jusqu'à la perte de mon père. Ma maman, femme au foyer. Et lorsque je perds mon père très tôt, je vais bien à l'école, mais j'arrête l'école très tôt aussi, à 14-15 ans. En étant un bon élève, je ne vais pas le cacher, j'ai un niveau scolaire de 4e, mais j'ai fait du CP en 4e sans refaire la classe. Et j'ai arrêté l'école en 4e. Et ça a été très difficile pour ma maman. Mais comme on dit, les difficultés que j'ai causées à ma maman, ça a été le grand, comment dire, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse prouver à ma maman que mon choix, il n'est pas anodin. C'est un choix de famille parce que je voulais aider ma famille en particulier. Et lorsque je me suis rendu compte que par le football, j'avais l'opportunité de pouvoir aider ma famille, donc ça m'a donné un peu plus de, je vais dire, malgré mon âge de... Comment... C'est surmonté? Non, malgré mon âge, de cette responsabilité que je mettais, parce que aucun membre de ma famille m'a mis une pression quelconque. Pour vous dire, ma maman n'a jamais voulu que je joue au football. Je me suis caché pour aller jouer au football à Port-Gentil. Ma maman, un jour, elle a même débarqué dans mon premier club, Ombilinga FC. Elle a débarqué, elle m'a suivi parce qu'elle savait pas qu'est-ce que je faisais, mais elle a dû se renseigner. Et elle m'a suivi pour aller voir même le coach. Et j'étais avec mes collègues, je me retrouve, je vois ma maman en face. Elle a pleuré encore ce jour-là parce que, bon, elle a expliqué un peu ma situation. J'avais perdu mon père et tout. Et elle était... Donc, toutes ces choses ont fait en sorte que je me rende très tôt et je prenne conscience de l'opportunité que j'avais. Parce que le talent, c'est pas forcément moi qui... Mais le talent seul ne suffit pas. Donc, je me suis rendu compte de mon talent. Ce qui pouvait être de mon ressort, c'était être sérieux. Et j'ai mis tous les ingrédients, tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir ma vie et pouvoir sortir ma famille des difficultés qu'elle pouvait avoir. Donc, c'était vraiment ça mon grand leitmotiv quand j'ai commencé à jouer au football. Sortir mes proches c'est pas la précarité, mais bon, on n'était pas aussi les plus nantis. J'imagine. Alors aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, on va rester dans cette expérience. Quelle est la leçon ou l'éducation, la notion que ta mère t'a inculquée qui, tu penses aujourd'hui, t'a aidé dans chaque étape de ta vie jusqu'à maintenant?
ma mère m'a appris à être fier de moi, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Moralement, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à l'éthique parce que, quelles que soient les propositions ou les pressions, je suis souvent calme parce que je me dis, je ferai tout, toujours, par rapport à comment je vois que c'est bien pour moi. Aujourd'hui, ma famille, mes enfants, mais faudra pas que ce que j'ai à faire, les choix que j'ai à prendre, je puisse le regretter une fois que je rentre chez moi et que je sois allongé sur mon lit. Je veux toujours avoir, comme on dit, la paix d'esprit où je vis normalement, je sors comme monsieur tout le monde, je rentre comme monsieur tout le monde. C'est très important. Des années plus tard, si on te demandait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que ta mère pense de toi, tu dirais quoi? Ma maman, elle est pudique, je crois, parce que elle m'a jamais dit qu'elle est fière de moi. Mais je sais qu'elle est très fière de moi, de l'homme que je suis devenu. Parce que le plus important, c'est cela. C'est même pas le footballeur, parce que bon, une maman, elle connaissait rien du foot, mais c'est l'homme que je suis devenu. Et sa plus grande crainte quand j'étais jeune, d'un quartier populaire à Port-Gentil, et arrêter l'école très, très jeune, c'était de pas sombrer. Et donc, même quand j'ai commencé à jouer au football, le football n'était pas forcément... Sinon, aujourd'hui, on voit les montants, on voit les footballeurs, même au niveau local, que ça se passe bien. Mais quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas des exemples de réussite sociale pour les footballeurs professionnels gabonais. Donc, c'était un peu plus difficile pour nous parce qu'il fallait prouver qu'avec le football, on peut réussir et socialement, et etc. Donc, je pense que ma mère, elle est très fière de moi aujourd'hui. On l'embrasse très fort. Et on lui dit merci de t'avoir donné de la vie et de t'avoir aussi bien élevé parce que c'est grâce à elle qu'on a pu pouvoir profiter de ton talent. Tu as mis de la joie, de l'espoir et beaucoup de baume au cœur de beaucoup de Gabonais, j'en suis certaine. Le football professionnel, c'est aussi l'argent rapide. Encore une fois, on ne va pas te demander combien tu as eu. Je n'ai pas été à plaindre, juste je n'ai pas été à plaindre, Dieu merci. D'accord. C'est l'argent rapide. Alors toi, quel choix financier explosif tu as refusé de faire aujourd'hui par loyauté à ton parcours, mais aussi à ton background, à ton expérience et à ton éducation? Parce que tout de suite là, moi j'ai un ami que je connais là. Si on lui donne 20 millions, tout de suite là, il va acheter la voiture. Hein? Non, mais moi, après des choix, après, ça dépend les uns les autres comment. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'éthique et de morale. Oui. Je suis quelqu'un où j'aime pas regretter ce que j'ai à faire. Après, l'argent, comme on dit, il contribue au bonheur. Mais est-ce que celui-ci fait le bonheur de la vie? Grande question. Donc, il y a des gens heureux qui n'ont pas beaucoup. Et il y a des gens aussi malheureux qui en ont beaucoup pour parler d'argent aux richesses. Donc moi, pour rien au monde, mes principes de vie, pour rien au monde, je vais les bafouer pour quoi que ce soit. Et que Dieu me donne encore plus la force de pouvoir résister à cela si ça venait à se présenter. Ça, c'est vraiment très bien dit. Et Dafresh a une phrase qui est marquée sur son bureau et qui dit tout le temps, c'est que si tu as un prix, il existera, après il faut que, c'est pas vraiment comme ça, mais j'essaie de l'expliquer, il existera toujours quelqu'un dans le monde qui aura assez d'argent pour te faire abattre tes valeurs en fait, juste pour de l'argent. Donc en fait, faut pas avoir cet amour, je veux dire démoniaque, malsain pour l'argent, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans le monde qui aura tellement d'argent que tu pourras pas dire non, il te fera faire tout et n'importe quoi. Par contre, il faut avoir des principes et il faut avoir des valeurs. Et ça, c'est immuable. Peu importe le montant qui sera en face de toi, tant que ça correspond pas à tes valeurs, tu les fais pas. Et pour ajouter, moi, je me dis toujours, dans la vie, aujourd'hui, je peux le dire, Dieu merci, je suis pas à plaindre par rapport à beaucoup d'autres Gabonais ou beaucoup d'autres humains dans le monde.
Mais je relativise toujours les choses en me disant, et c'est pour ça que je ne suis pas envieux vis-à-vis de celui qui peut avoir plus, parce que je me dis toujours qu'il y en a qui ont moins que moi. Donc, ceux qui ont moins que moi, ils sont peut-être plus en difficulté. Et Ceux qui ont plus que moi, ça va encore mieux parce que peut-être qu'ils prennent des jets à tout va. Mais moi, je pense à mon bien-être psychique, parce que pour moi, l'argent, etc., tout ça, c'est matériel, comme on dit. Mais le bien-être psychique, c'est très important. De pouvoir bien dormir, bien se relever, avoir ses enfants, sa femme, etc., ses parents en bonne santé, je crois que c'est ça le plus important. Même le plus riche du monde vous le dira, je crois. Clairement. Si un jeune te demandait aujourd'hui le secret pour ne pas cramer sa carrière à 25 ans ou à 30 ans, quel conseil lui donnerais-tu? Bon, mais de toujours avoir cette flamme, parce que la flamme, aimer ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on a toujours cette flamme, on voit des joueurs... bon, moi, je vais rester... Je suis un patriote. Je prendrai l'exemple de mon illustre petit frère, Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense qu'il a déjà tout connu en Europe. Il a battu des records. Il est ballon d'or africain. Et quand je le vois encore courir aujourd'hui avec les Panthères ou avec son club en Arabie Saoudite, je crois que c'est la flamme qu'il a pour le football qui fait en sorte qu'il puisse toujours le faire. Je ne crois pas spécialement que ce soit les montants d'argent ou de contrat qui font qu'il soit toujours là. Donc c'est garder la flamme. Comment on garde la flamme? Mais comment on la cultive, comment on la nourrit? Oui, comment on la nourrit, mais on la nourrit tous les jours par des petits détails. Des détails qui nous font plaisir dans ce que l'on fait. Pour revenir au foot, le bruit des supporters. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne joue plus au foot. Je n'ai plus cela. Je vais jouer le week-end avec des amis, mais c'est plus la même chose. Avoir le bruit de supporters, les gens qui viennent vers vous, les plus jeunes, les fans, c'est tout cela qui, pour moi, la flamme. Voilà, qui nourrit la flamme. Exactement. Alors, dans un monde connecté, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Mais dans un monde aussi connecté que le nôtre aujourd'hui, comment toi tu fais pour gérer aussi ton image, tes prises de parole, et puis éviter aussi le piège de l'ego, éviter que ton nom qui est comme une marque, Eric Mulungi, soit collé à des bad buzz, à ce genre de choses. Comment tu fais? Bon, pour moi déjà, j'ai un devoir d'exemplarité par rapport à mes jeunes frères. C'est pour ça, c'est très important. Je veux dire, je vis comme un homme de mon âge, pas un retraité. Bon, retraité spécialement du foot, mais après, il y a une carrière après le foot parce que je suis encore jeune. Mais comme j'ai toujours eu ce devoir d'exemplarité à partir du moment où j'ai eu à être connu, donc jusqu'à maintenant, je fais très attention à moi, à mon image, à mon comportement. Chez moi, déjà, à commencer par chez moi et même en dehors. C'est pour ça, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de bad buzz. Donc, je conseille à mes jeunes frères de faire très attention. Très, très attention aux réseaux sociaux parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Vous pouvez être détruit d'une seconde à l'autre parce que vous avez commis un acte sur les réseaux sociaux où vous n'avez pas imaginé l'ampleur que ça pouvait avoir et en 5 minutes, ça va très vite. Et vous vous retrouvez à avoir un état, vous étiez dans un état joyeux, vous êtes maintenant dans la déprime parce qu'il y a des appels, etc. Donc, l'utiliser parce que c'est de nos temps. Les réseaux sociaux, on fait avec, on n'a pas le choix. Mais très important à faire attention parce qu'on a devoir d'exemplarité, même pour les personnes qui ne sont pas connues. On a toujours un devoir d'exemplarité vis-à-vis de ses petits frères, vis-à-vis de sa famille. Donc, c'est pas juste les bad boys, c'est pas juste par rapport aux personnes connues, mais pour le monde en général, pour rester au Gabon, le Gabonais lambda. Parce qu'on est toujours un exemple pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Oui, clairement. Clairement, on a forcément des parents, des amis, des petits frères, des petites sœurs. Même si on n'a pas des petits frères ou des petites sœurs, on a son père ou sa mère, le petit du quartier, oui, qui te voit forcément. Alors toi, aujourd'hui, si je te demandais de ton expérience, quel est le mauvais conseil? Parce que là, on a parlé de tout ce qui était bien, comment tu t'en sortais. Quel est le mauvais conseil que tu aurais pu recevoir d'un agent ou d'un dirigeant, mais que tu n'as peut-être pas exécuté?
Et comment est-ce que tu as fait pour te sortir de là? Parce qu'il n'y a pas que des bons conseils, il n'y a pas que des bonnes orientations hein, dans cette carrière. Oui, bon, après, mauvais conseil parce que j'ai eu affaire à un agent qui n'était pas, qui n'était pas le mien, mais qui tournait autour de moi, footballeur, qui m'a conseillé un choix financier où j'allais aller dans une galère pas possible. Et comme je suis quelqu'un de loyal, j'ai fait 10 ans avec mon agent en France où on a commencé, c'était un contrat moral, il n'y avait pas de papier signé jusqu'au moment où on a eu à signer un contrat. Donc, je suis revenu directement vers mon agent pour lui expliquer la situation parce que j'aurais pu succomber à cette proposition où financièrement, je pouvais croire que j'allais m'en sortir, mais alors que je sais, il y a beaucoup d'autres qui ont été en difficulté après parce qu'ils ont automatiquement sauté sur l'aspect financier. La loyauté t'a sauvé La envers ton loyauté, agent. oui, et j'ai joué au foot, mais comme je dis, je suis par plaisir, même pour ceux qui me connaissent, mon football, c'était toujours, ça décrit un peu ma personne. J'ai plus été un joueur que quelqu'un, comme on dit pour les grands attaquants, des tueurs. Donc, même dans la vie, mon ambition était d'aller évoluer le plus haut possible, mais pas spécialement d'abord l'argent. Je savais très bien que plus j'évoluais, eh bien, l'argent allait venir tout naturellement. Alors, est-ce que tu as un rituel immuable? Est-ce que tu avais un rituel immuable avant chaque match pour te mettre dans le bon état d'esprit? Bon, mais ils se reconnaîtront et ils ont peut-être pensé que c'était, comme on est africain, que c'était un gris-gris, mais il m'est arrivé un moment de ma carrière, avant chaque match, je prenais un verre d'eau, un verre, je demandais toujours un verre. Et je prenais un œuf, je cassais l'œuf cru, je mettais dans le verre, je demandais un orange là, je faisais le mélange et je le buvais. Donc quand les choses se passaient très bien, on avait l'impression que c'était de la Oui, magie. ça. Et il y avait d'autres qui avaient peur, etc. Donc, mais c'était un peu, alors que j'aimais bien ce goût aussi. Et puis bon, j'avais appris que bon, l'œuf cru, c'est un peu des vitamines ou quelque chose. Des protéines Des protéines, directes. voilà, Oui. direct. Donc, comme le goût, il n'était pas Terrible, voilà, tu mettais de l'orange mettais dedans. non, mais bon, comme on est en Afrique, lorsque c'est pour les panthères du Gabon, ils me voient faire ça. Il y a d'autres que ça donnait de la confiance parce qu'ils se disaient, oh, ben là, Eric, aujourd'hui, oh, il va assurer. Il a pris la potion magique. La potion, donc. Ben, on va rester dans les mythes. Parce qu'aujourd'hui, je vais te poser une question. Quand je préparais cette interview, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Gina, il faut absolument que tu lui poses cette question. C'est dit, et ça a été dit durant plusieurs années, que Eric Moulungi, il avait en fait un petit fétiche qui faisait en sorte que dès qu'il a marqué, plus personne d'autre ne peut marquer durant le match. Aujourd'hui, je me permets de te poser la question, est-ce que c'est vrai? Vraiment marrant, mais bon, c'est pas vrai. Normalement, pour ceux qui me connaissent, ils ont jamais. Je viens de vous parler des œufs que je buvais, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai passé beaucoup de temps avec dans les casernements avec un Fabrice De Marcolino, Ulrich Kessani en équipe nationale et j'en passe. J'avais rien de spécial, je cachais rien, etc. Mais je sais que cela est venu par rapport à mon début de carrière, quand j'étais à Manga Sport, parce que bon, un jeune quand même j'étais, je crois, le plus jeune ou l'un des plus jeunes de l'équipe, et on se retrouve à gagner la finale de la Coupe du Gabon contre l'OTP à Kwembe au stade Omnisport. On gagnait 0. C'est moi qui marque le seul but du match. On joue à la Super Coupe du Gabon contre le FC 105 qui avait l'un des meilleurs effectifs du pays avec plusieurs internationaux. On gagne 2-1 la Super Coupe du Gabon, c'est moi qui fais un doublé. Donc les gens commencent à se poser, et même en championnat, plusieurs reprises je marquais, je faisais gagner l'équipe, comme on va dire. Et donc après, les spéculations ont commencé. Et avec les Panthères, je me rappelle, en junior, l'une de mes premières sélections, on va en Guinée équatoriale. Il y a déjà Chivas Taranzigo, Do Marcolino, Fabrice, Stéphane Nguema, qui étaient en Europe, à Rennes, à Nantes. Moi, je suis à Manga Sport, on vient, on gagne 1-0. On va à Malabo, pardon, on gagne 1-0 et c'est moi qui marque le but. Vous voyez que
Après, Ça t'a suivi. ça m'a suivi après jusqu'au quart de finale encore quand on fait 1-1 contre le Mali, où c'est moi qui marque le but avant d'être égalisé. Donc, malheureusement, mais il n'y avait rien d'autre. Mais de là, c'était ça. Bon Dieu qui faisait en sorte que ça se passe comme ça. Mais bon, après, on est en Afrique. Bah, Dieu merci, il n'y avait rien. Ouais. Alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de notre interview, malheureusement. Aujourd'hui, si je te demandais quelle est la vérité crue, cruelle, dure autour du football professionnel que tu penses que personne n'ose dire, mais qu'il est peut-être temps de dire, tu dirais que c'est laquelle? Je vais parler de l'humain. Je crois que le football professionnel, ça use l'humain, pas seulement physiquement, et même mentalement. Et si on n'est pas bien accompagné pendant et même après, pour revenir au Gabon et à notre société où on n'a pas l'habitude de se faire accompagner, où on se croit toujours fort, on a peur de faire percevoir ses faiblesses, que ce soit à sa compagne, que ce soit à sa maman ou à ses proches. Ce football professionnel, dit business, qui rendent aujourd'hui les footballeurs, on va dire le mot, je vais dire le mot, c'est presque, on devient des marchandises. On n'a presque pas notre mot à dire. Aujourd'hui, les plus grands jouent 60 matchs dans l'année, ce qui est presque inconcevable pour le corps humain. Parce que jouer un match de football, ce n'est pas que courir 90 minutes. On voit ce côté physique où on court 90 minutes, mais c'est une situation psychique, psychologique, mentale, où on est pressé à 100% pendant 90 minutes. Donc même lorsqu'on rentre, on est épuisé, mais on ne l'est pas que physiquement. On l'est aussi psychologiquement, mentalement. Donc, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on pourra revenir en arrière, mais vers où le football professionnel est en train d'aller. Moi, j'ai un fils de 14 ans. Je vais dire encore heureux pour moi qu'il ne soit pas y jouer au foot, mais il ne soit pas dans un centre de formation, parce que aller dans un centre de formation à 12, 13 ans, pas vivre une adolescence normale, entre guillemets, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça peut avoir des effets après, lorsqu'on est adulte ou lorsqu'on a terminé sa carrière, surtout si après c'est quelque chose on ne parle souvent pas, mais lorsque les choses ne se sont pas bien passées pour différentes raisons et qu'on se retrouve à déprimer, c'est vraiment, je vais dire, le football professionnel, il presse. C'est une grande lessiveuse. On ne se rend pas compte, le grand public ne se rend pas compte, et on ne donne même pas aux athlètes cette possibilité de se dire, mais on est des êtres humains comme vous qui nous voyez, qui nous adulez. Et malheureusement, il y a trop d'intérêt que on est parti pour, je sais pas, du coup, mais tant qu'on se régale toujours avec des Yamal, etc., tant mieux. J'imagine. Alors, dernière question, et ta caméra, elle est là. Tu l'as dit, le grand public, nous, tu as porté les couleurs du Gabon, tu as porté les couleurs de plusieurs clubs. Si aujourd'hui, tu pouvais t'adresser directement à ce 12e homme, quel est le message que tu aurais envie de lui envoyer aujourd'hui qui rendrait peut-être les choses meilleures pour d'autres footballeurs ou pour toi? Bon, mais déjà, remercier tout le 12e homme gabonais de m'avoir soutenu, d'avoir cru à mes possibilités. Aujourd'hui, j'ai un surnom, La Vérité, qui est parti des tribunes, qui me colle aujourd'hui, et j'en suis fier, et parce que je suis conscient et heureux d'avoir fait plaisir à beaucoup de mes compatriotes. Donc, très important. Et je demande au grand public gabonais de toujours soutenir nos Panthères du Gabon, parce que c'est très important. Ils en ont besoin. On en a besoin. Et que ces Panthères du Gabon, ces jeunes footballeurs gabonais, même lorsqu'ils évoluent avec les Panthères du Gabon ou dans leurs clubs respectifs, dans ces différents pays, ont toujours besoin. C'est très important de se sentir aimé.
Et j'exhorte encore tout ce grand public gabonais, le 12e homme, à soutenir leurs athlètes. C'est très important parce que être aimé, ça fait d'équiper les forces. Merci beaucoup. On retient le message. Envoyez de l'amour. Envoyez de l'amour à tous les footballeurs gabonais. Eric Moulongui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'en disant ça, je ne parlerai pas uniquement pour moi. Nous nous sommes sentis extrêmement honorés de t'avoir aujourd'hui. Tu nous as fait vivre énormément de bons moments et je pense que tu continues à nous faire vivre de bons moments, même si c'est indirectement. Et félicitations pour toute ta carrière, pour tout ce que tu as accompli. Tu es un exemple de détermination et de résilience que beaucoup vont suivre et que beaucoup suivent aujourd'hui. Et même si on ne te l'a pas encore dit, nous on te l'a dit, on est extrêmement fiers de toi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité parce que moi, c'est vrai que je suis un peu rare dans les médias et peut-être que j'ai un peu montré une autre partie de moi au grand public gabonais. Génial. Merci. À travers ce témoignage sans phare, Eric Moulongui nous a plongé au cœur d'un univers où la passion du jeu se heurte aux exigences physiques, mentales et économiques du football professionnel. Il a mis en lumière les sacrifices personnels, du respect au régime strict, aux tentations de l'alcool et des nuits blanches, et surtout la nécessité vitale d'un entourage solide pour garder le cap. Des premiers exploits en Coupe du Gabon à tout ce qu'il a pu réaliser sur les pelouses européennes et des marchés exotiques, jusqu'à la réflexion précoce de l'après-football, Eric a tracé les contours d'une carrière construite sur la résilience, la discipline et le sens du choix. Que vous soyez futur talent, passionné ou simple curieux, retenez ces clés. Savoir transformer chaque déception en leçon, cultiver un regard lucide sur ses propres limites et ne jamais perdre de vue le projet de vie qui dépasse les statistiques. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci à notre équipe de football ici avec le capitaine Fallon Ndambo derrière la caméra qui a accompagné d'Ivanov et de Sanders et bien entendu sous l'inspiration de Dafeshman et de Serge Kofi. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un invité tout aussi passionnant et je vous rappelle que vous pouvez consommer ce podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Au revoir.